Les rendez-vous du chiffre live se poursuivent avec le sujet de la data. Quels sont les enjeux pour les cabinets d'expertise comptable? On en parle avec nos invités. Éléonore Kevo-Partula, expert comptable et présidente de la société Fuséo. Louis Larechaïne, cofondateur de Predictis. Et Jérémy Pives, responsable pédagogique Enoes Enesia. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Alors peut-être un premier tour de table pour que chacun ait l'occasion de se présenter un peu plus longuement. Éléonore. Bonjour, je suis experte comptable et présidente de la société Fuséo, qui est une société de conseil, notamment qui développe des solutions de business intelligence pour ses clients. Louis. Bonjour, merci pour l'invitation. Je m'appelle Louis et je suis l'un des associés fondateurs de Predictis, qui est une legal tech, une start-up qui opère dans le monde du droit. Et notre métier, c'est de faire un peu le Google du droit, de rassembler toute la donnée juridique dans un super moteur de recherche. On est utilisé par environ 2000 professionnels du droit et on opère en France et au Luxembourg. Jérémy. Donc, Jérémy Pives, moi je travaille pour Enesia, je suis responsable pédagogique. Donc Enesia, c'est une école de data, intelligence artificielle qui est rattachée au groupe Enoes, donc groupe de comptabilité. Alors, commençons pour contextualiser un peu les choses. On parle souvent de big data. Alors concrètement, de quoi s'agit-il? Jérémy, peut-être un mot d'explication à ce sujet? Ouais, volontiers. Alors le big data qu'on entend un petit peu partout en ce moment, donc c'est tout ce qui est la donnée de masse. Aujourd'hui, avec l'essor d'Internet, des nouvelles technologies, on acquiert énormément de données. Données qu'il faut exploiter, du moins c'est l'ambition qu'on a de plus en plus aujourd'hui quand on parle de big data, c'est d'utiliser toute cette donnée qu'on a à disposition pour avancer dans plein de domaines, que ce soit pour la prédiction, des choses comme ça. Alors, Louis, pourquoi dit-on souvent que la data, cette fameuse data, est l'or noir du 21e siècle? Je suis pas sûr que la comparaison soit vraiment bonne parce que les gisements de pétrole sont, à ma connaissance, limités, tandis que la production de données, elle, en tout cas à l'heure actuelle, semble illimitée et a même été exponentielle pendant un certain moment. Le cabinet IDC qui a fait une enquête là-dessus estime que d'ores et déjà, dès l'année 2021, le chiffre d'affaires généré par le big data, c'était à peu près 180 milliards de dollars, dont 100 milliards sont faits par les États-Unis qui sont en lead là-dessus, mais les Français sont pas en reste. Donc, je pense que d'un côté, le pétrole c'est limité, la donnée c'est pas limité, on a encore beaucoup de choses à faire. Par contre, les deux ont évidemment ce point commun d'être très générateur de revenus et de permettre de créer beaucoup de valeur. Cette valeur de la data, parce que le pétrole, autant on voit un petit peu, mais la data, pourquoi c'est aussi autant valorisé? Ce qu'on constate sur le marché, c'est que l'analyse de la donnée, ça passe par plusieurs étapes, évidemment sa collecte, son traitement et sa valorisation, notamment à travers des outils qui permettent d'aller extraire des informations pour prendre des décisions. Et ça, c'est quelque chose qui est devenu absolument indispensable. Et dans une variété de domaines, il n'y a qu'à penser aux cyberattaques. Aujourd'hui, ça prouve bien quand il y a une cyberattaque, la nécessité d'avoir à disposition ces systèmes, que ce soit pour opérer dans un hôpital, pour administrer dans une collectivité territoriale, et évidemment pour prendre des décisions en entreprise. Alors, Éléonore, pour resserrer un peu sur les clients des experts comptables, donc les entreprises, quels sont selon vous les enjeux de cette fameuse data pour les entreprises? Comme le disait Louis, en effet, quand les entreprises aujourd'hui, elles ont besoin d'utiliser cette donnée pour servir leurs décisions. Et en fait, alors il faut segmenter les entreprises, on a les grandes, les moyennes et les petites. C'est sûr que les enjeux ne sont pas les mêmes selon la taille. Voilà, les enjeux ne sont pas les mêmes, mais la donnée, avant tout, c'est de l'information. C'est pouvoir être bien informé pour prendre des décisions d'investissement ou recruter ou avoir des besoins de trésorerie, par exemple. Et en fait, pour avoir toute cette information, il faut la globaliser, la récupérer, la traiter et pouvoir la lire, l'analyser. Donc, en effet, au sein des entreprises, c'est déjà, comme on le disait, utiliser toutes ces technologies pour récupérer cette donnée, lui donner un sens, et avoir des personnes qui savent l'analyser à différentes couches. Et donc, l'expert comptable est quand même un tiers de confiance et un professionnel du chiffre qui a la capacité de lire ces données, de leur donner du sens pour accompagner le dirigeant dans sa prise de décision. Louis, je vous voyais réagir, peut-être un mot de commentaire sur ces enjeux de la data pour les entreprises? Ce que je vois arriver, moi, de plus en plus, c'est que dans un contexte où il y a une explosion de l'information, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a bien souvent une incapacité à décider. C'est trop d'informations tue l'information. Et je vois en ce moment beaucoup d'hésitations et de débats sur la façon dont structurer à travers des data lakes ou à travers des choix opérationnels, de la façon dont on stocke et on analyse les données. Et je pense que c'est un enjeu qui est encore aujourd'hui assez sous-estimé. Comment est-ce qu'on provisionne quand on a un procès ?
Comment est-ce qu'on, si on rattache ça au monde du droit du chiffre, comment est-ce qu'on prend une décision dans le cadre d'une stratégie de contentieux. Tout ça, c'est encore des choses qui se font beaucoup au doigt mouillé, en tout cas c'est ce que je constate sur le terrain, alors qu'il y a des leviers d'optimisation qui sont absolument gigantesques. Jérémy, peut-être un mot de commentaire Oui, non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a encore un manque de connaissances, que c'est encore jeune finalement. Donc c'est vrai qu'il y a encore beaucoup d'axes inconnus et d'améliorations sûrement à apporter et qu'on verra, j'espère, dans les années à venir. Alors, Jérémy, avec Predictis, vous vous intéressez de près à la data juridique et judiciaire. Alors, de quelles données s'agit-il? Comment y accéder? Comment l'exploiter? Et surtout, quels sont les enjeux pour les experts comptables? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans le monde du droit, aujourd'hui, on vit ce qu'on appelle un big data judiciaire. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, l'open data des décisions de justice est en train de mettre en ligne 4,2 millions de décisions de justice par an. Une décision de justice, c'est un document qui fait parfois 20, 30, 40 pages et dans lequel on trouve énormément d'informations. Le nom des experts comptables qui peuvent être cités partis au procès, le nom de toutes les personnes morales, le nom des avocats, le nom des magistrats. En réalité, on y trouve tout sauf quelques données sensibles, notamment le nom des personnes physiques. Donc on est en train de passer d'un monde où la règle, c'était l'obscurité, on n'avait pas accès à cette mine d'informations, à un monde où la règle, c'est la lumière, et où on a accès à ce flux quasiment en temps réel de toutes les décisions qui sont rendues. Ça, les perspectives sont vertigineuses pour mieux comprendre comment la norme, elle se fait, pour comprendre quelles sont les règles qu'il faut respecter, quelle est la sanction si on les enfreint. Et à ça, il faut ajouter que l'open data concerne également les données des entreprises, BODAC, INSEE, INPI pour la propriété intellectuelle. Tous ces organismes mettent en ligne leurs données qui deviennent accessibles via des API. Et donc ça permet, grâce à des outils comme Predictis, par exemple, de concentrer toute l'information sur une seule page et de la rendre accessible de façon ergonomique, réutilisable. Et puis cette information, elle sert évidemment à comprendre le contexte de l'entreprise. Est-ce que ses finances se portent bien? Est-ce qu'elle est l'objet de procès? Voici un peu comment ce genre d'information peut servir. De Predictis, peut-être un mot sur votre société, quelle proposition de valeur? Predictis, c'est une entreprise qui permet d'organiser toute l'information juridique pour des professionnels du droit. Donc ça prend vraiment la forme d'un moteur de recherche très simple d'utilisation qui permet de trouver des décisions de justice, d'accéder via des pages entreprises à toute l'information qui concerne 22 millions d'entreprises en France. Donc on a fait une page entreprise pour toutes les personnes morales qui ont une activité en France, et dessus on trouve l'ensemble des informations qui sont nécessaires. Alors Éléonore, la data ouvre vers de nouvelles missions pour les cabinets d'expertise comptable, et votre société Fuseo est un exemple vraiment très intéressant. Pouvez-vous nous en dire davantage sur le sujet? Alors oui, en effet, là on parle de données, on l'a évoqué, il y a vraiment deux enjeux. Il y a la partie architecture. Quelle est ma capacité à récupérer cette donnée, la stocker dans des entrepôts de données et la récupérer en fonction d'une fréquence. Alors, la plupart du temps, c'est en temps réel. Si on aimerait l'avoir en entreprise, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et une fois qu'on a cette donnée, sur lesquelles on a mis des règles de gestion automatisées, donc il y a quand même des mathématiques qui sont embarquées par l'informatique, on va pouvoir mettre en place des outils de business intelligence et donc de data visualisation pour faire ce qu'on appelle dans nos métiers des reporting du tableau de bord. Donc il y a vraiment tout un pan, le process de valorisation de la donnée est vraiment quand même complexe et demande des compétences à plusieurs niveaux. Donc par exemple, au sein de Fuseo, j'avais vraiment cette double appétence, à la fois métier, donc expertise comptable, plutôt finance, contrôle de gestion, consolidation et audit. Et pour commencer à travailler sur les données, parce que nous, on a un métier de données, l'expert comptable, l'auditeur en général ou le financier travaille avec des données, mais travailler dans Excel. Donc récupérer des données de plusieurs systèmes via des extractions qu'ils mettaient dans Excel et après ils réexploitaient. Avec des gros problématiques d'enrichissement de cette donnée, est-ce que j'ai toute l'information et aussi d'exhaustivité? Parce que la limitation d'Excel faisait qu'on n'arrivait pas à exploiter toute cette donnée-là. Et aujourd'hui, il y a une vraie, on va dire, innovation, transformation de notre métier qui est de dire, on va vous mettre toute cette donnée dans des entrepôts, et du coup, vous allez pouvoir connecter des outils. Il y a une révolution au niveau des outils aussi. Un des outils leaders que j'utilise, au niveau de Microsoft, c'est Power BI. Il y en a d'autres, sauf qu'aujourd'hui, Power BI devient un des leaders sur le marché, pour plein de raisons. Il est proche de nos habitudes d'utilisation en tant que professionnel du chiffre, à savoir Excel. C'est un environnement qu'on maîtrise, donc la montée en compétences est complexe, mais elle est quand même simplifiée par le fait que ce soit un environnement qu'on connaît. Et en fait, à ce niveau-là, du coup, on va pouvoir
comme je le disais, essayer de faire en sorte de travailler avec d'autres disciplines. Donc on rentre au sein de Fuséo. Aujourd'hui, je ne travaille pas qu'avec des personnes qui ont un diplôme d'expertise comptable ou qui viennent de la finance ou de la comptabilité, mais j'ai des ingénieurs, par exemple, en informatique ou en génie mathématique ou tout simplement en data science. Donc il y a vraiment la partie ingénierie. Expert comptable et d'autant plus généraliste en lien avec différents interlocuteurs. C'est ça. Alors moi aujourd'hui, vraiment au niveau de Fuséo, on va dire que l'expertise comptable m'aura donné l'expertise métier de compréhension de ce dont a besoin une direction financière, par exemple. Mais je suis vraiment ce qu'on appelle product owner architecte. C'est-à-dire qu'on va aller au sein d'une direction financière, comprendre la problématique et se dire, nous, on a une vision en fait à 360 de l'organisation. Comment je récupère mes flux d'achat, mes flux de ma supply chain, mes flux de vente, comment je récupère cet ensemble de données et que je vais lui donner du sens et du coup la restituer pour une direction financière. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les directions financières, elles ont des compétences très métiers, donc finance, comptabilité, réglementaire, pour sortir leurs comptes, des indicateurs, des reportings. Mais pour récupérer l'ensemble de ces flux-là de manière automatisée avec toute l'information, ça reste assez complexe. Donc nous, notre spécificité, c'est de dire qu'on sait définir ce besoin, accompagner les directions financières pour définir ce besoin, travailler avec les DSI quand il y a des DSI, des directions, donc système information, ou avec ce qu'on appelle aussi des squad data, quand ils ont une sorte de data guy dans l'organisation, pour justement structurer cette information-là, et in fine, produire du reporting, de l'information, des indicateurs pour la prise de décision. Donc là où c'est clé, finalement, donc là c'est vraiment la partie architecture. Une fois qu'on a fait tout ça, on va vendre des missions de conseil en contrôle de gestion externalisé. Donc souvent nos projets s'appellent contrôle de gestion 2.0, audit 2.0. On a aussi une grosse méthode de travail en lean management, gestion de projet, parce qu'il faut organiser ce changement. Nous, on fonctionne vraiment en mode de projet agile. Donc, désolé, c'est des terminologies anglo-saxonnes, mais ça fait partie du vocable. Donc, on fonctionne par sprint et par run. Une fois qu'on a développé, je dis n'importe quoi, ils avaient l'habitude de sortir un compte de résultats, tout simple, sur Excel. Là, on le sort pour toutes les entités ou pour plusieurs activités, de manière automatisée, et on va avoir plusieurs paliers pour les développer et valider en fait ce qu'on a monté. Et au bout de 1-2 mois, ils vont pouvoir passer sur ces nouvelles technologies-là. Donc c'est vraiment très varié, c'est assez complexe comme mission, et c'est ce qui fait qu'il y a à la fois la partie technologique et toute cette partie gestion de projet jusqu'au delivery, à la recette finale, pour ensuite les accompagner dans ce qu'on va faire de l'analyse. Demain, que fera le contrôleur de gestion ou le comptable, ou le directeur financier, désormais qui aura accès à ce reporting, cette data vise, à 360, où il va avoir toute l'information, à la fois macro, et pouvoir redescendre au niveau le plus fin en fonction de ces questions. Alors, Jérémy, la data ouvre également sur le sujet du prédictif. Alors, peut-être un mot de commentaire sur ce point. Entre autres, du coup, Ouais. c'est vrai que la prédiction, aujourd'hui, justement, toute cette donnée qu'on peut exploiter, qu'on peut avoir sur des années, nous permet après de tirer des lois mathématiques qui vont nous permettre justement de prédire. Alors l'avenir, c'est peut-être un bien grand mot, mais voilà, de prédire par exemple le chiffre d'affaires, de prédire les nouvelles tendances, les coûts, etc. Et de pouvoir justement s'adapter sur les éléments à venir. Aujourd'hui, il y a une entreprise, alors j'ai oublié le nom, qui travaille justement sur ça, par exemple sur les styles vestimentaires. De dire aujourd'hui, sur toute l'analyse de données, effectivement. vous pouvez extraire des tendances. Ouais. Donc c'est vrai que c'est plus de ressortir des tendances qui vont être vraies, voilà, pour le marketing, mais aussi on le voit dans le monde du chiffre, bêtement parce qu'on a beaucoup de données. C'est des métiers forcément où le big data nécessite énormément de volume. Donc si on les a pas, ça reste compliqué. Mais toujours dans l'expertise ou dans le commissariat aux comptes, on peut avoir l'analyse de fraude par exemple. Parce que justement, toute cette analyse, il va nous extraire juste l'essentiel, un échantillon de ce qui pourrait être éventuellement à retravailler par un humain. Mais il va nous permettre de traiter un nombre de données que l'être humain ne pourrait pas traiter de toute façon par lui-même, ni voilà, avec les outils Excel, parce que c'est un risque de perte. L'information se dissémine à droite à gauche. Il n'y en a pas forcément un qui va voir le point important. Là, la data, le big data et éventuellement l'intelligence artificielle par-dessus va permettre de cibler juste l'échantillon où il faut se pencher et donc gagner énormément de temps. Alors, Éléonore, quels seraient vos conseils aux experts comptables pour leur permettre de faire évoluer leur cabinet sur ce terrain de la data? Pour être sur l'aspect pratique, vraiment. Alors l'aspect pratique, je pense que c'est aussi une question de leadership. Ouais. C'est-à-dire que l'expert comptable en lui-même doit être sponsor de ce projet.
que lui-même inscrive dans sa stratégie cette volonté d'un virage technologique dans ses missions. D'un point de vue plus lié à la mission traditionnelle d'expertise comptable, ça va être dans le choix des solutions qui va mettre à disposition. Le choix des outils, effectivement. Des outils. Voilà, il y a tout un enjeu de transformation numérique. Et lui-même peut-être aussi être conseillé auprès des entreprises pour choisir les bons outils. Exactement. Ça peut être un exemple de mission. Une fois qu'il aura testé ça sur son écosystème auprès de ses clients, il va être vraiment conseil, en effet, sur l'intégration et la mise en place, l'implémentation de tel ou tel outil. Il peut se spécialiser. On a des experts comptables qui sont spécialisés sur le secteur du BTP, par exemple, et donc connaître très très bien le meilleur écosystème pour on va dire une petite, moyenne entreprise, et donc après les accompagner pour mettre en place ces outils en leur disant les atouts et les inconvénients, mieux récupérer la donnée, mettre en place des reportings plus adaptés, calculer des prix de revient, et donc en effet pour lui c'est une opportunité. Mais je dirais d'un point de vue pratique, c'est déjà vraiment être déjà sponsor. Si l'expert comptable en lui-même il n'inscrit pas ça dans sa stratégie, ça va être compliqué, surtout après se faire une feuille de route, c'est ça Une feuille de route. Après, il y a pas mal un contexte à prendre en compte. Est-ce que je suis un cabinet, j'ai 10-20 collaborateurs déjà, et je veux faire ce changement? Est-ce que je suis seule? Moi, j'ai commencé ex nihilo, donc quand j'ai lancé mon cabinet de conseil, j'ai tout créé de rien. Donc, c'était peut-être plus facile d'inscrire une nouvelle identité dans ma culture d'entreprise. Mais en tout cas, ça veut dire qu'on ne peut pas travailler seul. Moi, j'ai accompagné certains cabinets d'expertise comptable. Donc, ils avaient un plan de formation. Voilà, on parle de formation. Je suis aussi intervenante pour Sup Expertise. Ils ont mis tout un programme de formation autour de Power BI parce qu'ils se rendent bien compte de l'enjeu de la data et donc de la data visualisation, de la data modélisation. Et donc, il y a aussi former, faire en sorte de trouver ce qu'on appelle des champions, donc des personnes au sein de l'organisation qui ont cette appétence outil et qui pourront être prescripteurs. Les autres collaborateurs. Voilà. C'est ça, c'est ça. Et c'est ça qui est très compliqué. Et avec du recul, donc moi j'ai accompagné des cabinets assez tôt et on se rend compte qu'au bout de 2 ans, la progression elle est quand même assez mince parce que toutes les autres missions prennent beaucoup de place. Et en plus, dans le contexte de l'expertise comptable actuelle, beaucoup de problématiques qu'on traverse, ils sont déjà très occupés. Donc, je dirais, s'il n'y a pas ce pilier, en plus de toutes les autres problématiques qu'on a à gérer quand on est expert comptable, c'est sûr qu'il n'y aura pas de changement si on initie pas. Alors, dans le cadre de cet accompagnement, concrètement, quels sont les points d'attention que vous soulignez auprès de vos clients experts comptables qui souhaitent initier ce mouvement ? Dans le cadre de Quand vous accompagnez les experts comptables sur ce sujet de la data, quels sont vos principaux conseils ? Alors, déjà de planifier. On va avoir une stratégie à court terme, moyen terme et long terme. De trouver une équipe. On distingue une équipe projet, tout simplement. On travaille à la fois sur l'architecture. Aujourd'hui, j'ai tel outil, comptabilité, comment je récupère mes données pour demain mettre en place des reportings plus automatisés pour l'ensemble de mes clients. Et par la formation, clairement. Alors justement sur ce sujet de la formation, Jérémy, donc on a compris c'est une question essentielle, un enjeu essentiel sur ce sujet de la data. Chez Enesia, vous abordez la question de manière intéressante. Pouvez-vous nous en dire davantage sur cet enjeu et sur ce que vous proposez avec Enoes Enesia ? Oui, très bien. C'est vrai que sur un des problèmes qu'on s'est posé au début, c'est en fait comment Enesia a été initié justement suite à notre travail, donc beaucoup avec la profession comptable et avec les Big Four notamment, sur la problématique d'avoir des profils adaptés pour comprendre déjà la donnée qui est traitée, parce que ça reste un point important, traiter de la donnée, si on la comprend pas, c'est compliqué d'en extraire l'essentiel. Et donc là, pour septembre prochain, donc on lance un double cursus. Donc l'idée étant de former à la partie comptabilité avec le DCG, le DSCG, la comptabilité et la data et l'IA, donc en fait de l'insérer directement pour justement éviter de se retrouver, ce qui est le cas aujourd'hui, c'est une nouvelle technologie qui arrive, vous avez déjà votre profession qui tourne, où justement vous êtes extrêmement sollicité, et devoir se reformer en plus c'est compliqué, surtout quand sur des sujets qu'on maîtrise encore pas forcément bien parce qu'ils sont nouveaux, on ne sait pas où ils vont nous emmener. C'est vrai que cet enjeu d'avoir ce double profil compta et tech, c'est vrai que c'est important, et vous apportez une réponse. Puis l'idée, c'est qu'ils arrivent du coup déjà formés et de simplifier en plus l'expert comptable. Je pense à vous notamment, où aujourd'hui, trouver un profil qui soit déjà hybride, c'est compliqué parce que si on initie un mouvement, d'avoir d'autres qui ont fait un peu la même chose et qui suivent, ça peut être compliqué. Là, l'intérêt, c'est que le profil de demain soit déjà formé en fait aux nouveautés d'aujourd'hui et qu'il soit opérationnel directement. C'est vrai que c'est une très bonne initiative parce que moi, au sein de Fuseo, j'ai testé les deux.
à la fois des profils techniques que j'ai essayé d'amener vers la finance, et en fait on se rend compte que ça reste compliqué, hein, notre métier est compliqué, et des profils quand même qui étaient plutôt expérimentés, donc je prends minimum 5 ans d'expérience en audit ou en comptabilité, qu'on ramène vers la data, et c'est aussi assez compliqué. Donc en effet, si on commence à pousser les formations initiales pour avoir en fait cette double identité, ce sera beaucoup plus simple. Après, ils pourront pas tout faire, hein, mais déjà d'avoir cette culture Après, en on a eux. besoin de l'expert et forcément, ils atteindront jamais le niveau technique d'un ingénieur. Mais l'idée, c'est qu'au moins, il y ait au moins cette culture voilà, qui se crée et cette envie aussi de connaître justement cette partie-là. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus des formations que vous proposez chez Enesia? Oui, alors du coup, on a donc deux filières distinctes qui sont la filière 100% IA, donc là où c'est vraiment plus le profil ingénieur parce que ça va être vraiment technique. Et le IA et business, où là on est plus le format hybride, et c'est là qu'on va retrouver le double cursus, où l'idée est justement d'avoir l'aspect management, gestion de projet. C'est-à-dire que du coup, ils soient formés à la fois sur la partie gestion de projet, management, comment fonctionne une entreprise, etc. Et la partie data, donc voilà, le nombre d'heures sera moins important que pour le profil ingénieur, mais l'idée c'est qu'au moins ils puissent avoir la partie technique et pouvoir dialoguer avec tout le monde, parce que c'est vrai que vous parlez à quelqu'un du marketing, de la finance, c'est pas du tout les mêmes profils, et c'est vrai que sur ces nouveautés du coup data et intelligence artificielle, ça peut être compliqué de faire le lien. Donc là, l'intérêt c'est d'avoir un profil qui justement puisse faire le lien entre l'ingénieur et les différents services concernés. Louis, peut-être un mot de commentaire sur ce sujet de la formation. On a compris que c'était un enjeu essentiel. Complètement, la formation, c'est quelque chose sur lequel on s'est penché aussi du côté de chez Predictis. Ouais. Je peux vous prendre un exemple si vous le souhaitez. Ouais. Au début, lorsque les premiers algorithmes sont sortis, et ils permettaient notamment par exemple, de calculer les chances de gagner un procès ou les montants moyens qu'on pouvait perdre quand on était assigné, il y a eu une sorte de grande peur liée à une forme de justice prédictive, de robotisation de la façon de juger. Bon, c'était très loin du réel, parce qu'en fait, ce qu'on construit, c'est purement des outils statistiques. Ça ne remplace absolument pas le juge. Mais on a quand même senti qu'il y avait un vrai besoin d'éducation, de formation et de pédagogie là-dessus. C'est la raison pour laquelle on a lancé un programme de collaboration avec les lieux d'enseignement, et on a travaillé avec un peu plus d'une vingtaine de facultés, d'universités ou de lieux d'enseignement comme Sciences Po Paris, avec lequel on a par exemple entamé une démarche éthique de réflexion qui a abouti à une charte sur quels étaient les grands principes que les algorithmes devaient respecter dans le monde du droit et du chiffre. Et ça a été extrêmement porteur et bénéfique, parce qu'on a réussi à engager toute une communauté d'universitaires et d'étudiants qui en sont sortis à travers des travaux pratiques beaucoup plus compétents sur les sujets liés à la data notamment. Alors pour finir, comment voyez-vous l'avenir des cabinets d'expertise comptable à long terme avec cette montée en puissance de la data, Jérémy? Je pense que c'est un risque à prendre finalement, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, comme on le disait, ils ont besoin de temps déjà pour leur activité. Il faut mettre des ressources en face pour se lancer sur ces nouvelles thématiques, donc il y a forcément un risque. Maintenant, l'ambition, c'est d'automatiser aujourd'hui toutes les tâches à faible valeur ajoutée pour justement recentrer en fait l'expert comptable au cœur de sa profession, qui est le conseil et l'accompagnement du chef d'entreprise dans sa vie courante. Ouais. Et le fait d'avoir toute cette data et cette automatisation peut lui permettre d'aller plus loin et de gagner du temps en fait, plutôt que de faire de la saisie, toutes les tâches redondantes et qui sont en plus pas forcément intéressantes pour eux et à faible valeur ajoutée. Louis, quel est votre point de vue sur le sujet, l'avenir des cabinets d'expertise comptable avec la data? Je ne crois pas qu'il y ait raison de s'inquiéter ici. Je ne sais pas quels sont les métiers que pas de disparaître, comme on dit souvent. Et quels sont les métiers qui ont disparu? Pompiste, c'est quelque chose que moi j'ai connu il y a quelques années. Aujourd'hui, ça existe vraiment quasiment plus. Qu'est-ce qui disparaît en ce moment? Le métier de caissier. On passe, alors d'ailleurs c'est nous qui le remplaçons, parce qu'on se retrouve à passer les articles nous-mêmes. C'est vrai. Non, en réalité, il y a très peu de métiers qui disparaissent. Donc je pense que déjà, il faut avoir un peu une approche qui est rationnelle, un peu d'éléments concrets. Il y a très peu de métiers qui disparaissent, et les métiers qui disparaissent ont comme point commun d'avoir peu de valeur ajoutée. C'est absolument pas le cas. On rejoint ce que vous disiez un petit peu, un recentrage futur sur la valeur ajoutée des missions, c'est ça? Exactement. Et si on essaie de chercher des éléments de comparaison, moi ça me fait plutôt penser au corps médical. Et si on prend l'exemple d'un médecin, est-ce que le médecin a bénéficié de l'arrivée des vaccins, de l'arrivée des scanners, des IRM, des opérations par célioscopie? Est-ce que le monde médical est plutôt sorti renforcé de cette évolution technologique?
La réponse, elle est oui. Donc, je pense qu'il va se produire exactement la même chose avec les métiers du chiffre. Et Léonore, comment voyez-vous l'avenir de votre profession? Plutôt d'un bon œil, on imagine, hein. Vu le modèle de Fuséo, vous n'êtes pas inquiète? Non, je suis pas inquiète. Au contraire, en effet, on va pouvoir se concentrer. On a l'image des experts comptables, en effet, qui sont vraiment envahis par la saisie. L'automatisation est une très bonne réponse à tout ça. Et l'expert comptable, en fait, va pouvoir se concentrer sur sa valeur et se spécialiser sur les domaines qui lui sont chers, en fait, où il a besoin de se former. Donc, on aura des hyper bons en fiscalité, d'autres qui vont être très bons en ingénierie financière, d'autres comme moi qui se spécialisent sur la data. Et en fait, à un moment, on ne peut pas être bon sur tous ces corps de discipline, hein, c'est impossible. Et en fait, c'est plus un regroupement de personnes et de compétences et d'intelligence et d'expérience qui va faire qu'on va compléter l'écosystème et accompagner les dirigeants au mieux. Donc pour moi, je ne suis pas vraiment inquiète. Et sur certains projets, par exemple, même au niveau de la data, où on a été 2 ans pris dans l'architecture, on commence à peine à faire de l'analyse. Ce que je visais il y a déjà 2 ans. Et finalement, c'est ça ce qu'on cherche à faire, c'est se concentrer sur la valeur, l'intelligence en elle-même, pas faire de la saisie ou pas juste créer des tuyaux, ce que faisait l'expert comptable jusque maintenant, parce qu'il n'avait pas le temps de faire du conseil. Eh bien, merci à tous les 3. Merci d'être venus sur le plateau des Rendez-vous du Chiffre live. Restez avec nous. On enchaîne avec un autre sujet. 3 nouveaux experts en parlent. Facture électronique sur le plateau des Rendez-vous du Chiffre live.